pour la première communication. Je vais donc passer la parole à Dominique et Emmanuel, en tout cas que j'ai vu sur le, le fil de participants, en les remerciant de venir faire cette communication. Ils vont nous parler d'apprendre et enseigner les langues à distance à l'UC Louvain. Et je les remercie vivement d'avoir accepté que nous enregistrions leur communication qui sera ensuite publiée. Je vous cède la parole. Merci, Christophe. Voilà, donc bonjour à toutes et bonjour à tous, que vous soyez où que vous soyez, et bienvenue à Louvain-la-Neuve, enfin, de manière assez virtuelle. Donc, il s'agit effectivement d'une présentation à deux voix en 4 parties. Et nous allons vous présenter, donc, Emmanuel et moi, Emmanuel Rassard, qui est président du département de français et langues étrangères à l'Institut des langues vivantes, et moi-même, Dominique François, je suis adjoint à la direction de ce même institut. Nous sommes tous les deux avant tout et surtout donc 2 enseignants de langue moderne, donc le français pour Emmanuel et l'anglais pour ma part. Nous allons en fait vous présenter un travail de recherche. C'est un travail collégial qui a été réalisé donc au sein de notre institut et donc qui vise à mesurer ou en tous les cas à essayer d'identifier les impacts du passage à distance sur l'apprentissage et l'enseignement des langues à l'UC Louvain et à l'Institut des langues vivantes. Alors, le contexte, comme je le disais, donc nous sommes inscrits, donc nous participons, nous travaillons pour l'Institut des langues vivantes, qui est a comme mission première de dispenser en fait les cours de langue, 14 langues différentes, principalement aux étudiants donc qui ont des langues inscrites dans leur parcours d'études, dans leur curriculum. Donc, nous encadrons environ chaque année donc 16 500 étudiants qui sont répartis sur 3 sites, Louvain-la-Neuve, à Woluwe, pour les facultés de médecine et dentisterie, et également à Mons. Et donc, nos collègues, notre équipe, elle est constituée de 80 personnes environ, donc la plupart, donc quasi la majorité, enseignent, donc 77 ou 77 enseignants maîtres de langue. Donc, le contexte de cette présentation, mais il est fortement lié donc à la crise Covid. Et à ce jour, hein, alors ce n'est pas exactement la date, mais à ce jour de la marmotte, donc le 16 mars, où le monde a changé, en tous les cas pour la Belgique, et où nous sommes passés à un enseignement à distance et à la majeure partie de nos actions aussi d'évaluation à distance. Et donc, une période durant laquelle, vous l'avez probablement vécu aussi, bien, les jours se suivaient et se ressemblaient très fort. Alors, nous avons dû faire face à une série de défis, effectivement, des défis de différentes natures. Un des premiers qui nous a vraiment, je dirais, motivé, qui a motivé notre action, c'était de comment soutenir, encourager la motivation des étudiants, motivation telle qu'elle est définie ici notamment par Rabi. Donc, ce mécanisme qui génère le désir d'apprendre, la langue seconde, qui déclenche des comportements d'apprentissage, qui permet à l'élève de maintenir son engagement et de le renouveler dans le travail linguistique et culturel. Alors, comme je le disais, donc, nous avons souhaité prendre un temps pour nous arrêter et pour récolter une série d'avis, essayer de tenter de répondre à plusieurs questions. Et donc, voici un aperçu de notre questionnement initial. En premier lieu, nous avons souhaité savoir en quoi le passage au 100% distanciel impactait l'apprentissage des langues. Nous avons également souhaité savoir comment le passage au distanciel avait modifié ou pas la dynamique interactive des cours qui, depuis longtemps, dans la plupart des cas, donc, incluait déjà une dimension interactive assez forte par du travail en sous-groupe, par des présentations, par des jeux de rôle, etc. Nous avons également souhaité savoir, connaître, mesurer ou en tous les cas mieux comprendre le ressenti des enseignants, comment est-ce qu'ils ont vécu cette période, comment ils ont poursuivi l'exercice de leur métier. Et enfin, il nous semblait intéressant aussi de savoir comment les modalités d'évaluation avaient été perçues par les enseignants, mais également par les étudiants. Dans le cadre de cette présentation, nous allons nous concentrer sur les 2 premières questions présentées ici. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons mis en place 2 enquêtes en ligne, anonymes toutes les 2. La première donc s'adressait aux étudiants. Elle a été réalisée entre le 20 mai et le 11 juin. Elle a récolté donc
un taux de participation de 7,5%. Donc, nous avons quand même reçu de manière assez surprenante, mais encourageante, donc des réponses de 1234 étudiants répartis dans 116 cours. Au niveau de l'enquête enseignant, elle a eu lieu plus tard pour différentes raisons, mais donc elle a été organisée entre le 9 et le 25 septembre, et là avec un taux de participation d'environ 58%, donc 46 collègues ont souhaité répondre aux questions. Alors, par ailleurs, il faut noter que nous avons fait appel donc à la cellule COPA, donc la cellule COPA qui est une cellule interne à l'université, donc c'est le service d'appui à la qualité de l'offre des programmes académiques, et l'aide de Jean-Marc Bréban et Catherine Jérôme, ce que je souhaite remercier par la même occasion. Donc, leur contribution nous a permis je dirais de préciser un peu mieux les questions que l'on souhaitait poser et poursuivre une analyse croisée, exploratoire des résultats de l'enquête étudiante. Donc, différentes questions ont été identifiées un peu plus en détail. D'une part, quel est le profil des étudiants pour lesquels l'expérience a été moins bien vécue? Est-ce qu'on obtient des résultats différents en fonction de ces trois critères qui sont l'année d'études, la taille de groupe, mais également le genre? Nous avons également donc tenté de répondre à la question suivante: quels enseignements pourrions-nous retirer de cette expérience si un scénario similaire devait se reproduire? Et l'histoire nous montre qu'il s'est reproduit assez rapidement. Quelles sont également les bonnes pratiques que l'on pourrait privilégier et des recommandations que l'on pourrait faire à nos collègues et aux enseignants? Je rappelle bien ici, donc, il s'agit d'une approche et des conseils à donner à des enseignants en langue. Alors, je vous donne rapidement un aperçu de la méthodologie d'analyse exploratoire donc, réalisée par COPA, qui a eu lieu en 3 étapes, avec donc, par ailleurs, d'abord une compilation donc, des réponses à 2 questionnaires, puisque nous avons réalisé le questionnaire en 2 langues, en français et également en anglais, des tableaux croisés dynamiques, croisement des différentes variables, le genre, l'année d'études, la taille des groupes, etc. Et puis aussi une analyse, un regroupement des occurrences, des réponses aux questions ouvertes, qui étaient au nombre de 3 pour l'enquête étudiant. Effectivement, il s'agit d'une approche exploratoire, et donc elle n'est pas encore terminée, elle n'est pas aboutie, et elle a certaines limites qui sont rappelées ici. Donc les variables ont été croisées 2 par 2. Il n'y a pas eu de test de significativité à ce stade, ni de représentativité de l'échantillon par rapport à l'ensemble des étudiants que nous encadrons. Nous avons également été face à un nombre de répondants trop faible dans certaines sous-catégories pour pouvoir en tirer des inférences, notamment par exemple les groupes de moins de 10 étudiants, les étudiants de Master 2, mais également les doctorants. Et enfin, nous n'avons pas, dans cette analyse exploratoire, pris en compte certains critères, à ce stade du moins, la faculté, le cours, les objectifs spécifiques de certains des cours qui faisaient partie de certaines questions posées aux étudiants. Je donne également rapidement un aperçu de la méthodologie de l'enquête enseignant qui est à ce stade moins aboutie. Donc l'interprétation, le croisement des données n'a pas encore pu se faire à ce stade, en partie par manque de temps. Voilà. Je passe maintenant la parole à ma collègue, à Emmanuelle, pour la présentation des premiers résultats. Merci Dominique. Donc on va vous présenter les résultats les plus significatifs des 2 enquêtes, donc 1300 participants au total, je vous le rappelle. J'ai assisté hier à la conférence de Christelle Lison et j'ai bien compris qu'il était très compliqué d'évaluer les effets du numérique sur l'enseignement-apprentissage et qu'il y a des publications qui vont dans tous les sens. Alors on va modestement apporter notre pierre à l'édifice. On va commencer avec les points positifs selon les étudiants. Tout d'abord, sur un plan plus métacognitif, j'ai envie de dire, les circonstances organisationnelles et la façon dont les profs ont mis en musique l'enseignement des langues, ça semble avoir convenu aux étudiants. Et sur des plans plutôt, qu'on voit qu'ils déclarent avoir participé au cours de façon assez élevée, le rythme des séances leur semblait adapté, ils se déclarent assez actifs dans les cours.
Sur un plan plus affectif, plus cognitif, le type d'activité et les modalités de présence à distance que les profs ont installées, ça semble leur avoir convenu. Vous voyez qu'ils ont apprécié et noté qu'il y avait pas mal de discussions en sous-groupe, ils avaient l'occasion d'intervenir pendant les cours, ils ont trouvé les enseignants plutôt à l'écoute de leurs besoins. Côté prof, les points positifs, alors côté prof, on avait une enquête donc plus quantitative et un volet plus qualitatif, donc d'un point de vue quantitatif, on voit que 93% des profs ont veillé à être attentifs aux ressentis, aux besoins de leurs étudiants pendant cette période compliquée. Et grâce aux infos qu'ils ont collectées, il y a quand même plus de 80% des profs qui sont convaincus que les méthodes d'enseignement qu'ils ont mis en place convenaient à la majorité de leurs étudiants. Et s'ils se fient à l'indicateur de la note que leurs étudiants ont obtenue à l'examen final, ça semble confirmer effectivement que les méthodes d'enseignement qu'ils ont mises en place ont porté leurs fruits, puisque les résultats obtenus par les étudiants aux examens en juin leur semblent similaires, voire meilleurs, donc pour presque la totalité des enseignants. Et puis enfin, le confinement a permis à presque 100% des profs, 94,5% des profs de développer leurs compétences numériques aux formations, grâce à toutes les formations qu'on a mis en place, et pour eux, c'est positif. Alors, toujours dans le positif, côté enseignant, l'analyse des questions ouvertes a permis de pointer plusieurs effets positifs pour le passage à distance. Alors, ceux-là sont plus classiques, on en a déjà parlé dans le colloque, le gain de temps, la flexibilité pédagogique, la créativité qui est stimulée, c'est plus facile de gérer les petits groupes, on a l'impression que les étudiants s'engagent plus. Alors ça, c'est peut-être plus spécifique au cours de langue, mais le contact avec les étudiants nous a semblé différent. On a l'impression que les profils d'étudiants plus timides en présentiel se sont révélés à distance. Et puis, pour nous, c'est positif. On a dû gérer, j'imagine, comme vous, en Suisse et dans d'autres pays, beaucoup de problèmes avec des étudiants confinés en quarantaine, etc. Et donc, pour l'équité expérientielle, tout le monde pouvait être là grâce à l'enseignement à distance. Bon, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc. Dans l'apprentissage des langues à distance, les étudiants attirent l'attention de leurs enseignants sur différentes choses, beaucoup de problèmes techniques. Au niveau de l'apprentissage, pour près de la moitié des étudiants, le passage à distance a quand même eu un impact négatif sur la qualité de l'enseignement, donc un peu moins de la moitié pense ça. Un peu moins de la moitié aussi trouvent que leurs contacts avec la langue cible ont diminué et un peu moins de la moitié a l'impression de ne pas avoir progressé dans ces apprentissages. Et puis sur le plan affectif, au moment où on a fait l'enquête, la majorité des étudiants se déclaraient anxieux, pessimistes, inquiets, disaient avoir vraiment besoin de contact avec les autres. Et parmi ceux qui ont déclaré être peu présents en classe, la raison qu'ils invoquaient, c'était le manque de motivation. Point d'attention maintenant côté prof, que montre l'enquête? Alors l'analyse quantitative montre, là aussi c'est pas surprenant, le changement d'organisation du temps de travail a été perçu majoritairement comme négatif et chez tout le monde, quasi tout le monde, c'est stalinien comme score, la charge de travail a augmenté énormément ou sensiblement. Alors l'analyse qualitative, je ne vais pas mettre l'accent sur des points qui ont déjà été mentionnés par les étudiants, mais il y a 3 points sur lesquels je voulais juste attirer votre attention par rapport d'abord à la présence relative. Les profs se demandent est-ce que nos étudiants sont vraiment là quand leurs caméras sont coupées. On est plusieurs aussi à pointer l'impact que ça a sur notre travail, le besoin de feedback accru. Les étudiants, il y a plus de corrections, ils sont plus en demande, et donc c'est un besoin de feedback qui nous prend du temps, et alors des impacts négatifs sur la dynamique de groupe, surtout dans les grands groupes. On a aussi, en lien avec le sujet du colloque, voulu donner un coup de projecteur sur l'évolution des pratiques enseignantes en matière d'usage des TIS. Alors, cette dia vous montre d'abord ce qu'il en était des pratiques enseignantes avant le confinement.
Ce qui est encadré en jaune, c'est vraiment ce qui concerne le numérique. Hein. On leur posait aussi la question sur d'autres ressources. Et donc, vous voyez qu'avant le confinement, majoritairement, c'est Moodle, ensuite les outils d'interaction en ligne, Kahoot, WooClap, et des activités en autonomie sur des sites spécialisés. Donc ça, c'est la photo avant. Maintenant, on a la photo après. Et là, on voit là, en brun, deuxième ligne, apparaît énormément Teams, évidemment, puisque c'est l'outil qu'on a dû utiliser à Louvain pour donner cours à distance. Ensuite, Moodle et les outils de Moodle restent à sa place, de même que le recours aux sites spécialisés. C'est la même chose qu'avant le confinement. Les outils d'interaction en ligne, WooClap, etc. baissent. Par contre, c'est au milieu du tableau, en bleu et jaune, un doublement du recours aux réseaux sociaux et aux cours préenregistrés, induit donc par le passage à distance. Alors, on a essayé grâce à l'aide de nos collègues de COPA, on a essayé de tirer déjà quelques interprétations à partir des résultats de ces deux enquêtes. Alors, par rapport, si on croise la variante taille des groupes avec les résultats de l'enquête étudiant, on constate que plus les groupes d'apprentissage sont restreints, là, les étudiants ont le sentiment de progresser dans les plus petits groupes, leur taux de participation est plus élevé et ils semblent mieux gérer le changement de rythme d'apprentissage et on leur propose plus d'activités en sous-groupe, alors que les groupes sont déjà petits. On a aussi croisé, c'est la dia suivante, l'année d'études avec les résultats. Donc, plus les étudiants progressent dans leurs études, plus ils parviennent à travailler à distance, plus ils ont le sentiment de progresser dans les cours de langue, c'est surtout marqué dans les plus petits groupes, et plus ils estiment bien gérer le changement de rythme et mieux ils vivent le confinement. Alors, on a mis une étoile orange là, pour attirer l'attention sur les étudiants de Bac 1, donc première année en Belgique. Eux, ils ont vraiment des réponses négatives par rapport à tout ce qui est ressenti très négatif pour le travail à distance, le confinement, beaucoup plus que les autres. Donc la distinction est majeure. Et puis enfin, pour l'interprétation, il y a 3 éléments qu'on voulait mettre en parallèle, les réponses des étudiants et des profs à des questions similaires ou identiques, et on constate qu'il y a trois contrastes qui apparaissent. On n'a pas de réponse à ce stade, mais par rapport à la charge de travail, c'est intéressant d'observer que plus de la moitié des étudiants estiment que leur charge de travail est restée identique, tandis que nous, enseignants, ça explose. En ce qui concerne l'impact du passage à distance, les étudiants, un peu plus de la majorité, estiment que ça n'a pas eu d'impact sur la qualité du cours, ou même un impact positif pour 8%, tandis qu'on est, les enseignants, presque 3/4 à trouver que notre enseignement s'est détérioré du point de vue de la qualité. Et puis enfin, par rapport à la perception de la progression dans l'apprentissage, nous, les profs, on constate avec les résultats d'examen que c'est similaire, voire meilleur que quand on donnait cours en présentiel. Et par contre, on a la moitié de nos étudiants qui estiment ne pas avoir ou avoir peu progressé. Voilà, on n'a pas de clé de lecture à ce stade. Je te rends la parole, Dominique, pour conclure. Merci Manuel. Il nous reste un peu moins de 5 minutes pour la conclusion, les perspectives, c'est parfait. 2 minutes, me dit Christophe, c'est encore un peu moins. Voilà, je reviens rapidement sur le questionnement initial. Hein. Donc, quels enseignements, quelles bonnes pratiques, quelles recommandations pour les enseignants? Alors, on est dans une recherche-action et donc, il est clair que c'est un travail qui est en cours et que les réponses et l'intervention qu'on pourrait mener pourraient aussi par la suite faire l'objet d'une recherche. Donc, c'est un rendez-vous qu'on prend pour peut-être une autre communication, en tous les cas d'autres enquêtes à la suite de ce deuxième confinement. Et donc, par rapport aux enseignements que l'on pourrait tirer donc, de cette expérience, de ces enquêtes, dans le cadre de cours de langue, effectivement, je le rappelle. Et donc, Emmanuel le disait, donc, privilégier le travail en petits groupes, en sous-groupes, tant que possible. Et il est certain que c'est possible via les outils que nous avons à disposition, notamment Teams. Donc, c'est un effort quotidien que l'on souhaite recommander. Une attention particulière, effectivement, aussi doit être donnée aux étudiants des premières années. Vous voyez ici, donc, on illustre ces recommandations-là par quelques verbatim et commentaires d'étudiants dans l'enquête. Enfin, il est important de varier les situations, les activités d'apprentissage. Ici, je fais un petit retour en arrière par rapport à l'enquête étudiant-enseignant. Vous voyez ici que, bien, lors du confinement, on a déjà en fait une volonté assez marquée des enseignants de diversifier le type d'activité d'apprentissage. Et on voit que
par la suite, quand on les a interrogés sur leurs intentions par rapport à la rentrée, ici, ces intentions, cette diversification, elle est encore plus importante, avec une intention affirmée de 93%. Alors, il nous semblait aussi important donc, de permettre et d'encourager les enseignants à permettre aux étudiants de s'engager dans des modes cognitifs plus progressivement plus interactifs et donc plus complexes. Donc là, on fait une petite référence au modèle ICAP ici, hein, donc d'aller progressivement d'une approche passive à active, à constructive et interactive, avec donc des activités complexes qui sont proposées ici de ce modèle ICAP qui nous semble assez intéressant. Et enfin, donc, malgré la distance, il est important donc d'intensifier, de soigner ces contacts que nous avons avec les étudiants et aussi faciliter les contacts que les étudiants peuvent avoir entre eux. On a parlé hier notamment donc, de cette difficulté de créer ce réseau de connaissances et de communautés de pratique au sein des étudiants, surtout pour les premières années, qui n'ont pas l'occasion pour l'instant de se voir de manière informelle, que ce soit dans les auditoires, mais pas uniquement, aussi dans les activités extra-estudiantines. Voilà. Je termine ici rapidement par quelques pistes, ici simplement des recommandations qui émanent de l'enquête enseignant. Donc, propose ici donc, quelques actions, donc, ce que les enseignants ont apprécié, notamment l'entraide, la solidarité, le recours à Teams et sa dimension plus informelle, également l'importance de soigner ce sentiment d'appartenance au sein d'équipes d'enseignants et la cohésion. Et donc, on leur posait aussi la question par rapport à quelques idées ou initiatives qu'ils aimeraient qu'on puisse implémenter au sein de nos centres de langue à l'avenir. Et donc, voici un rapide aperçu. Et je pense que notre temps est écoulé. Nous vous remercions pour votre attention et sommes prêts à répondre à vos questions ou vos remarques. Merci. Merci. Merci à vous. Vous pouvez peut-être enlever le partage d'écran. Et de mon côté, je vais stopper l'enregistrement.